Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. Certains esprits chagrins n'en démordent pas. Les résultats des élections tunisiennes ne sont pas aussi admirables que ça, ronchonne-t-il, avec une moue désabusée. Ils estiment que le taux de 62% de participation est plus un désaveu qu'un record, puisque, disent-ils, comparé aux législatives de 2011, il y a 1 million d'électeurs en moins. Et de surenchérir que ces abstentionnistes se recrutent surtout parmi ceux qui ont fait la révolution, les jeunes et ces populations de l'ouest du pays où continue de régner un chômage et une pauvreté endémique. Des laissés pour compte, déclassés, oubliés, qui pourraient devenir le terreau d'une contestation violente si l'on y prend garde, nous avertissent-ils. Là, c'est la lecture la plus sombre de ces élections. Encore que si nous relayons d'autres points de vue, nous pourrions aussi faire état de certaines appréhensions qui parlent de retour et de coalition de caciques de l'ancien régime, d'un vote sanction contre les islamistes, alimenté par un discours alarmiste qui a agité à l'envi l'épouvantail djihadiste plus que de raison, en même temps qu'il a actionné les mouvements sociaux pour instaurer un climat délétère propice aux récupérations de toutes sortes. Vu autrement, vu relativement et surtout objectivement, ces élections ont été juste remarquables, à plus d'un titre d'ailleurs. Elles ne pouvaient pas être aussi passionnées que celles qui ont eu lieu dans le premier élan de la Révolution, il va sans dire, en 2011. Mais elles n'ont pas pour autant démérité. 62% de participation est un chiffre plus qu'honorable. En Algérie, le grand voisin, le taux de participation des dernières législatives n'a pas dépassé les 30%, malgré un bourrage remarquable. Mais les gens ne comparent pas l'incomparable. L'autre aspect donc, qui réside dans le retour sur scène d'anciens pontes du régime, semble plutôt rassurant pour de nombreux observateurs, contrairement au péril de déviation révolutionnaire invoqué par certains acteurs politiques. Il est plus rassurant en effet que les adversaires politiques, voire et y compris les alliés naturels de l'ancien régime, acceptent d'entrer dans le cadre légal de la compétition politique plutôt que de se confiner dans des manœuvres chafouines de subversion et de contre-révolution. Lorsqu'ils en arrivent à solliciter l'assentiment des électeurs plutôt que de trafiquer à leur convenance leur bulletin de vote, ils descendent donc dans l'arène plutôt que de la dominer et ils s'imprègnent, bien malgré eux, qu'ils le veuillent ou non, de mœurs politiques auxquelles ils ne croyaient pas eux-mêmes. Personne n'est naïf au point de croire que ces gens ont viscéralement changé, qu'ils ont retrouvé une virginité politique, qu'ils n'ont aucune arrière-pensée, qu'ils ont totalement fermé la porte d'hier. Non, personne ne le croit vraiment. Mais personne ne peut nier par contre qu'une mue majeure a eu lieu en Tunisie, que de nouveaux équilibres se sont mis en place, désormais inviolables. Les élections qui viennent de se dérouler en Tunisie, au milieu d'une cacophonie politique, voire même de tentatives violentes de déstabilisation, qui ont laissé craindre à un certain moment que la situation pourrait dégénérer, viennent de sceller de façon forte la confirmation que la révolution de Jasmin ne fut ni un hiver politique, ni une régression sociétale, comme l'ont affirmé certains. La Tunisie était déjà une exception civilisationnelle, une passerelle entre deux mondes, deux visions et deux appartenances, l'une mémorielle et diverse, héritée d'un riche passé, et l'autre résolument tournée vers une modernité qui ne se confond pas forcément avec une occidentalité livrée en kit. Avec ces élections, la Tunisie vient d'entrer de plein pied dans le destin qui l'attendait. Avec un tel peuple, avenant, mais qui n'a rien perdu de sa vivacité, malgré des décennies de despotisme, il a suffi d'un vent printanier pour souffler sur la cendre des jours odieux. Aujourd'hui, Courrier international
Vu du monde arabe, en Tunisie, la démocratie va bien. France 24. Tunisie, laïque, séculier, anti-islamiste. Comment qualifier Nida Tunis? Jeune Afrique. Les élections tunisiennes décryptées. Victoire de Nida Tunis. Vote, sanction ou plébiscite. Avec nous, Mounir Beltaïfa, patron d'entreprise et président de l'antenne française de la Confédération des entreprises citoyennes pour la Tunisie, et Nasser Eddine Ben Hadid, un intellectuel algérien qui vit et travaille en Tunisie. Mounir Beltaïfa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est nous. Dites-nous, c'est Mounir, avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous parler de cette, comment on l'a qualifiée, cette bérésina de Attakatul? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de bérésina pour Attakatul seulement. Hein. Je pense que la bipolarisation de ces élections législatives et du débat électoral et la peur qui a pris les Tunisiens, d'une part les gens qui sont anti-RCD de voter massivement pour Narba et d'autre part les gens qui sont anti-islamistes de voter massivement pour Nida, a dépouillé totalement tous les partis du centre. Il n'y a pas que Attakatul. Il se trouve qu'effectivement Attakatul, malgré son engagement dans la transition réussie, je dirais entre 2011 et 2014, il a été sanctionné. Et il a été sanctionné parce que les Tunisiens, il y en a beaucoup qui ont eu peur. Il y en a beaucoup qui ont eu peur parce que c'était des fidèles de Attakatul et qui n'ont jamais pardonné au Attakatul son alliance avec les islamistes depuis 2011. Et puis il y a aussi, bien entendu, tous les autres qui sont de sensibilité sociodémocrate qui auraient bien voté Attakatul. Mais ils se disaient de toute façon, si on veut barrer la route à Narva, il faut voter Nida, et si on vote pas Nida, notre voix sera perdue. Donc c'est le vote utile qui est devenu un vote assassin pour Attakatul et pour les petits partis du centre. Oui, restez avec nous, c'est Beltaïfa. Monsieur Nasser Eddine Ben Hadid, merci de nous avoir rejoints. Merci pour l'invitation. Un salut à vous, à votre invité, à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Mounir Beltaïfa parle à juste raison de bipolarisation. En fait, la je vais y arriver. Bipolarisation est là, qu'on le veuille ou non. Et nous y allons vraisemblablement, ça va vraisemblablement s'étoffer davantage, se prononcer davantage. Est-ce que ce n'est pas finalement une bonne chose qu'il y ait deux blocs, un peu comme partout dans le monde, dans les grandes démocraties, deux blocs différents et où les gens ont finalement un choix facile à faire, même s'il est quelquefois d'ordre, j'allais dire, civilisationnel? Merci pour l'invitation encore une fois. J'aime bien corriger un chiffre à la hausse et porter le taux de participation d'après l'instance supérieure indépendante pour les élections à presque 70%, un peu moins de 70%. Donc, pardon, excusez-moi, monsieur Nasser. Excusez-moi. Avec un recul ou une descente des autres pardon, partis. Nasser, monsieur Ben Hadid, ce chiffre, il est officiel? Il est plus qu'officiel. Il a été prononcé par Mohamed Sherif Safar, président de l'ISI, l'instance supérieure indépendante pour les élections. Je l'affirme, je le confirme. D'accord. Vous nous en direz tant. Allez-y, je vous en prie, poursuivez. Une bipolarisation a été constatée entre Narva et Nida avec une descente et une chute des autres partis, particulièrement les partis du centre ou les partis qui existaient avant la révolution, chose étrange, les partis qui sont montés au-delà des espérances, au-delà des regards ou surtout des constats, sont des partis qui ont été créés après la révolution, chose qui mérite une étude sociopolitique et un regard bien détaillé. Aussi, nous constatons une forme d'alliance avant l'élection qui devait être après l'élection. J'explique. Il devait y avoir une alliance entre Nida Tunis et le mouvement d'historiens après les élections.
cette alliance a été faite avant les élections, et d'où cette presque disparition du mouvement d'historiens dans les urnes et dans les résultats, chose qui indique avec certitude que le mouvement d'historiens s'est allié au NIDA avant les élections. On se demande pourquoi. La réponse est simple. Il y a un article de la Constitution qui attribue le palais de la Casbah, le Premier ministère, à la coalition au plus haut nombre de sièges. Donc, Nida Tounes a préféré ce tour de passe-passe légal et légitime avec les historiens, rien que pour défoncer Nahda. Mais si l'alliance n'a été pas faite avant les élections, elle serait après les élections. Nous constaterons certainement Nahda en premier, Nida Tounes en deuxième lieu, et les historiens après, peut-être troisième ou quatrième. Donc, il y a une forme de reformulation de la scène politique plus qu'une nouvelle quantification. Si on juge Nahda, elle n'a rien perdu, mais elle est descendue aux deuxième place, vu que le nombre de son électorat n'a presque pas changé, c'est son corps stable, les infaillibles, comme on dit. La machine de Nahda a bien travaillé, mais les autres machines ont travaillé plus. Chose plus étrange encore, la période électorale ou la période de la campagne a été tachetée de plusieurs, disons, dérives, et même si je peux élargir l'éventail et décrire les médias et l'argent en politique, qui ont été d'une importance stratégique, les médias ont eu un comportement américain avec une forme de comportement d'alliance avec les partis et les belligérants, entre guillemets. Les médias, Monsieur Ben Hadid, Monsieur Ben Hadid, les médias, globalement, selon ce qui nous parvient comme information, globalement, ils ont roulé contre Nahda, quoi. C'est ce qu'on nous dit. Ah oui, il faut faire le constat. Je le dis en constat. Je ne suis ni avec l'un ni avec l'autre, mais Nahda a été sujet à une forme de matraquage systématique. Des gens de Nahda me disent on est heureux qu'on n'a pas perdu trop, vu que Nahda n'a pas des médias à elle bien définis. Elle a des médias à elle, mais c'est presque un jeu d'enfant comparé à des bolides de Formule 1 en termes de professionnalisme, mais pas en termes d'impact sur la société. Nasser Ben Hadid, restez avec nous, Nasser Ben Hadid. Mounir Beltaïfa, maintenant, globalement, si on peut simplifier un peu, il y a la possibilité d'alliance de Nahda et de Nida Tounes, ce qui semble quelque peu tiré par les cheveux. C'est vraiment peu vraisemblable, mais si ça se passe, ils vont balayer tous les autres. Et par ailleurs, si ce n'est pas le cas, il va falloir aux deux poids lourds se trouver des alliances, et les derniers qui apporteront leur poids à l'un ou à l'autre vont compter le plus. Il est fort possible que ce soit les gens qui ont eu 2 ou 3 ou 4 sièges qui vont finir par faire tomber la balance. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense que on est face à deux choix stratégiques et déterminants pour l'avenir de la Tunisie. Et j'espère que notre classe politique sera à la hauteur de l'enjeu. Nous avons, à vrai dire, des difficultés énormes et des défis énormes que le pays doit affronter. Et la division ne sert pas les intérêts de la Tunisie. Nous sommes bien conscients que la démocratie dit que c'est la majorité qui doit gouverner, et que les perdants doivent se retrouver dans l'opposition et servir de contrepoids. Mais dans la réalité, si tout le monde se met à pousser dans le bon sens, on n'aura peut-être pas suffisamment de force pour redresser la Tunisie rapidement. Et donc, le premier choix et le préféré, et celui qui va dans l'intérêt de la nation, est celui de l'union, à savoir non seulement Nida allié à Nahda, mais aussi à tous les autres partis, aussi petits qu'ils puissent être en termes de résultats. Ça serait donner un signal à toute la population, ça serait donner un signal à la société civile, ça serait donner un signal à l'UGTT et à l'UTICA. Tout le monde travaillera dans le même sens, et ceux qui sont à l'écart, finalement, se retrouveront, je dirais, minoritaires.
Alors, oui, mais la politique, ça ne se passe pas comme ça, Mounir Baltaïfa. Ça ne se passe pas comme ça en politique. Non, mais je sais bien, face à ce choix qui est rationnel, c'est ce que je voulais vous dire. Oui. Hein, si on réfléchit, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais dans la réalité, la politique, elle est menée par des hommes, par des êtres humains, avec des égos, avec des intérêts partisans, avec des intérêts personnels. Est-ce qu'on va grandir suffisamment pour oser aller demander le soutien de Narva quand on est chez Nida? Moi, j'appelle de tous mes voeux, je dirais, cette grandeur d'âme des gens de Nida, mais aujourd'hui, la partie n'est pas gagnée. Chez Nida, il y a des partisans de l'Union nationale et il y a des partisans de tentons notre chance, on ne peut pas sortir les islamistes pour les remettre dans le pouvoir, ça n'a pas de sens. Et donc, je trouve que dans les 2 à 3 semaines qui viennent, tous les scénarios vont être étudiés. Et probablement que si Nida n'arrive pas à faire une majorité confortable sans Narva, eh ben, ils auront quand même l'obligation de revenir vers Narva. Et si nous pouvions faire une projection sur les présidentielles, vous-même, quel serait votre pronostic? Est-ce que Beji Caïd Sebsi sera donc le candidat de Nida Tounes? Mais qui serait le candidat de Narva selon vous? Marzouki? Écoutez, non, certainement pas pour l'instant. Je pense que Narva, le Majlis Shura de Narva se réunit ce week-end pour décider de la stratégie de soutien pour les présidentielles. Narva n'a pas de candidat, mais disons que ces candidats qui auraient pu être les candidats naturels, je dirais, à soutenir par Narva, à savoir les candidats du centre, à commencer par Mostafa Ben Jafar ou par Ahmed Najib El-Chabi ou Monsef El-Marzouki qui est le président sortant, ceux-là, en dehors de Monsef El-Marzouki dont le parti a fait un score honorable, c'est-à-dire plus que, je crois, 4 ou 5 sièges, les autres, ils sont en dehors du coup. Donc la Narva n'est quand même pas folle au point de soutenir des gens qui ont fait très très peu de résultats dans les élections. Donc je pense que tous les scénarios sont à l'étude et si effectivement on s'oriente vers une union nationale à la fois pour gouverner le pays et puis pour la présidence de la République, il n'est pas du tout exclu que Beji Caïd Sebsi soit soutenu par Narva à la présidence. C'est-à-dire un scénario, ils se partagent le pouvoir, ils concluent une entente maintenant, quitte à ce que Narva soutienne Beji Sebsi pour les présidentielles et ça partirait comme ça. Je ne dirais pas ils se partagent le pouvoir, parce que ça pourrait être mal vu par certains. Ouais. Je pense qu'ils se mettent la main dans la main pour gouverner ensemble et qu'il n'y ait aucune personne qui soit exclue de la construction de la nouvelle Tunisie. Il ne faut pas que 51% des gens construisent une Tunisie pendant 5 ans pour que les 49% qui sont dans l'opposition aujourd'hui les renversent et fassent une deuxième Tunisie dans 5 ans. Il faudrait que tout le monde contribue et s'approprie la nouvelle Tunisie que nous sommes en train de construire. Donc le scénario de l'Union nationale a plus que du sens. Restez avec nous, Mounir Baltaïfa. Nasreddin Ben Hadid, que pensez-vous de ce scénario d'une entente cordiale maintenant entre Nahda et Nida Tounes en échange d'un soutien de Nahda pour les présidentielles en faveur de Beji Caïd Sebsi? Est-ce que c'est faisable? Il faut terminer le décompte à un siège près, car la guerre ou la bataille va être tellement rude qu'un siège à l'Assemblée législative peut faire la différence. Deuxièmement, tous les cas de figure sont possibles et pensables, aussi bien un gouvernement d'union nationale qu'une alliance entre Nahda et Nida, qu'une alliance entre Nida et les petits partis, mais aussi, il faut y penser, qu'une alliance entre Nahda et certains petits partis, pour faire un certain blocage, il faut dire que le prochain Parlement va compter 217 sièges, donc le chiffre magique c'est 109. Celui qui obtient 109 sièges aurait droit ou à constituer le gouvernement ou à faire blocage devant l'autre. De ce fait-là, nous avons tous les scénarios possibles pensables. Il faut attendre la fin des résultats officiels. Il faut rappeler à vous, chers téléspectateurs, que le résultat, finaux,
et n'auront lieu que le 23 ou le 25 novembre prochain, avec après tous les cas de protestation apportés possibles et pensables, les contestations. Et de ce fait-là, nous devons attendre un mois pour connaître le score final irrévocable. Et de ce fait-là, les scénarios vont compter aussi bien sur le nombre de sièges et sur les alliances possibles que sur les tractations de coulisses. Vous avez bien fait de lier les présidentielles aux législatives. Je constate personnellement que les présidentielles ne sont que le deuxième mi-temps des législatives. Et de ce fait-là, tout cherche à amadouer les autres. Moi, j'ai assisté à 3 ou 4 plateaux dont des télés tunisiennes où Nida Tounes fait les yeux doux ouvertement à Nahda, mais j'ai des informations sûres et certaines qu'au sein de Nahda, il y a un certain nombre, ou le nombre dominant ne veut pas à aucun prix mettre tous les œufs dans le panier de Nida, à savoir que Nida a gagné la présidence du gouvernement, que Nida gagne aussi la présidence de la République, et de ce fait-là, un courant assez déterminant et assez fort au sein de Nahda veut tout faire pour bloquer la présidence de Béji Khaït Sepsi. Mais Nasser Ben Hadid, oui. Si nous mettons les dessous de table de côté, la plupart des petits partis, et même de ceux qui ont eu 15 sièges par exemple, ou 4, la plupart sont des alliés naturels de Nida Tounes, c'est pas de Nahda. Ça veut dire si on fait le décompte et qu'on enlève, qu'on met de côté les discussions, les tractations. Pas dans le mauvais sens du mot opportunisme, chantage, non pas un sens péjoratif ou négatif en politique. Tout le monde fait du sien. Et j'aime apporter une précision que maintenant Ahmed Najib Chebi de Jumhouri est exclu, Moussa Ben Jafar est exclu, Marzouki reste dans la course éventuellement et sous hypothèque que Nahda lui apporte un soutien, mais de là, le jeu va être très serré, plus que serré. Béji veut avoir l'accord ou le soutien de Nahda, chose qui le ferait passer du premier tour, avec le symbolique de passage du premier tour et de balayer Marzouki. La guerre serait une forme de vengeance entre les deux hommes qui se vouent une haine déclarée. Il faut dire que les combinaisons, les attentes, les cartes, c'est comme un jeu de belote, où vous jouez la surenchère sans avoir la carte, ou un jeu de poker sans avoir la mise, et tout le monde essaye de bluffer, tout le monde essaye de faire de la surenchère, mais le réel ne peut se savoir que à la fin de l'annonce officielle du nombre de sièges au prochain Parlement, mais aussi du choix du Majlis Choura qui va se jouer très prochainement et qui sera d'une importance Restez avec nous. Ou bien entrer dans une alliance. Restez avec nous, Nasser Ben Hadid. Mounir Beltaïfa, tractation mise à part. Selon vous, qu'est-ce qui a fait voter les gens pour Nida Tounes? Quels sont ces gens qui ont voté pour Nida Tounes? C'est pourquoi? Sous quelle pression? Pour quel motif? À votre avis? Écoutez, d'abord, naturellement, bien entendu, les fondateurs de Nida Tounes, c'est les anciens du RCD, les Destouriens, même s'ils ont même s'il y a un autre parti des ex-Destouriens, les gens de Nida sont les gens de l'ancien régime. Est-ce à dire que les Tunisiens ont regretté d'avoir choisi les islamistes? Est-ce à dire que les gens regrettent Ben Ali? Disons que les anciens, je dirais les anciens acteurs de l'ancien régime, à la Révolution, ils ont été exclus de la vie politique. Oui. Et ils n'ont pas pu contribuer aux élections de 2011. Ils étaient absents aux élections de 2011. Okay, après, il y a eu une loi qui a été votée d'ailleurs par Nahda, qui était le parti majoritaire, pour ne pas exclure les anciens du RCD de la vie politique et donc laisser la justice faire son travail, mais ne pas avoir deux catégories de Tunisiens, des Tunisiens qui sont autorisés à voter et à avoir une vie politique, et des Tunisiens exclus. Donc, bien entendu, cette ouverture de Nahda a donné la chance et la légitimité, je dirais, aux Destouriens de revenir en force dans la politique et à renforcer les rangs de Nida Tounes. Et ils ont été rejoints, ils ont joué sur cette corde sensible, à savoir les déçus de Nahda dans les rangs de Nahda elle-même, et aussi, bien entendu, les anti-islamistes en dehors des Destouriens, par exemple les gens de gauche et d'extrême gauche.
Et donc, finalement, y a également eu un travail important de séduction de l'électorat âgé. Les personnes âgées qui ont connu l'indépendance, qui ont connu Bourguiba, qui ont je dirais, un respect énorme pour l'ancien régime, malgré toutes ses déficiences. Ce sont ces gens-là qui ont voté pour Nider. En revanche, si vous regardez les jeunes, vous avez deux catégories de jeunes. Des jeunes qui sont plutôt bien formés, qui ont voté pour FR, ce qui explique la progression importante de FR, et des jeunes qui ne se reconnaissent pas dans la vie politique actuelle et dans le paysage politique, ni du côté de Nider, ni du côté de Nahda, et qui finalement se sont tout simplement abstenus. Et donc, je dirais, si vous regardez les fractures de la Tunisie aujourd'hui, j'ai beau être pour l'union de la Tunisie, mais je constate quand même, comme tout le monde, qu'il y a deux fractures. Une fracture nord-sud, avec le nord qui a massivement voté pour Nider et le sud qui a voté plutôt pour Nahda. Et puis une fracture vieux versus jeunes. Les vieux ayant voté majoritairement pour Nider, alors que les jeunes se sont abstenus ou, pour certains, voté FR. Et pour, bien entendu, d'autres maintenu leur position sur Nahda. Mounir Beltaïfa, merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt. Nasreddin Ben Hadid, un Tunisien que je connais m'a affirmé que le million d'électeurs qui manque par rapport à 2011, c'est 1 million qui aurait voté Nahda. Que ce sont les déçus de Nahda, et particulièrement parmi les gens qui ont fait la révolution, les gens de l'Est, comme le disait maintenant Mounir Beltaïfa, de l'Ouest, pardon, du pays, les déclassés, les chômeurs, les gens qui ont été déçus en fait, qui n'ont pas eu ce qu'ils attendaient. Qu'en pensez-vous vous-même? Pas totalement vrai, parce que il faut dire et rappeler que l'enregistrement aux élections actuelles, c'est-à-dire que de 2014 était un enregistrement volontaire. En 2011, il y a eu l'enregistrement volontaire et automatique. Et de ce fait-là, énormément de gens n'ont pas, disons, refait l'enregistrement pour maintes raisons, mais aussi concernant, j'aime bien contredire M. Beltaïfa, s'il est encore à l'écoute, que rien que 17% des jeunes Tunisiens ont renouvelé leur enregistrement aux élections de 2014. Et de ce fait-là, nous ne pouvons pas parler d'une manière assez scientifique que cette tranche d'âge-là est votée pour certains partis ou un autre parti. Les renseignements ne peuvent pas être tirés, aucune conclusion ne peut être faite avant que les statisticiens nous puissent investir cette masse d'informations et nous apporter par une étude minutieuse et scientifique qui a voté pour qui. Aussi, j'aime bien préciser une chose très importante, que les présentes élections en Tunisie ont eu, après 3 ans de révolution, ou d'après la révolution, et de ce fait-là, chacun a voté selon son intérêt. Le bloc de Nahda, il est presque infaillible. L'autre bloc, il a voté plutôt par mécontentement et par peur que par amour pour Nidatou. Et de là, nous avons aussi bien pour ces élections que de 2011, le vote sanction, ou le vote refuge, ou le vote de fuite, ou le vote de recherche d'une forme de sécurité que certains pensent y trouver chez Nidatou. Je ne juge pas cette fuite, chacun est libre, mais le plus important est le suivant. La Tunisie connaît une situation économique assez grave. Tous les indices, tous les indicateurs sont au rouge, et de ce fait-là, je peux dire et être certain que Nidatou n'a pas eu un cadeau bien fait. Il n'a eu qu'un cadeau assez explosif, et de ce fait-là, je suis certain que le BJ et son parti auront, au moins après 6 mois de gouvernance, les premières contestations, car les gens en Tunisie sont devenus très pressés, très pressants, et surtout essentiellement ne respectent plus aucun pouvoir. Merci Nasser Ben Hadid, désolé de vous avoir coupé, nous sommes arrivés à la fin et nous avons même dépassé d'un peu. Effectivement, tout le monde en convient, le prochain gouvernement aura du pain sur la planche. Les salaires qui ont été augmentés depuis des centaines et des centaines de grèves
ne seront pas assumées avec facilité avec l'économie tunisienne qui est en nette régression. Sur ce, nous vous remercions pour votre attention en espérant vous revoir bientôt. Salam alaikum, qawal khair.